Ray, l'autre aspect du conflit, en tenant compte de la politique étrangère des États-Unis, concerne ce qui se passe en Asie de l'Ouest autour de l'Iran. Les États-Unis renforcent leur présence militaire autour de l'Iran et tentent d'exercer une pression économique, militaire, sociale, de toutes les manières possibles, pour placer le gouvernement sous une tension extrême. Mais d'un autre côté, on voit aussi le rôle d'Israël. Benjamin Netanyahou, chaque fois qu'il y a des discussions ou des négociations entre l'Iran et les États-Unis, on voit les négociateurs, comme Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendre en Israël avant les pourparlers. Et après les négociations, on les voit parler à Netanyahou. Puis Netanyahou se rend aux États-Unis, coordonnant tout. Voyez-vous une guerre se profiler entre l'Iran et les États-Unis? Parce que d'un côté, si l'on regarde la situation logiquement en ce moment, la dernière chose dont les États-Unis ont besoin, c'est d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. La toute dernière chose. Car ce ne sera pas une guerre rapide. Ce sera une guerre d'usure, quelque chose de semblable à ce que nous observons depuis plus de 4 ans en Ukraine. Comment voyez-vous la situation, l'escalade au Moyen-Orient? Je suis content que vous posiez la question. Ce serait vraiment un mauvais coup du sort, ou, comme on dit aujourd'hui, une mauvaise image, d'être engagé dans une guerre avec l'Iran à l'approche des élections de mi-mandat. Maintenant, je pense que Trump, ces gens de l'ICE et d'autres, se préparent à faire en sorte que les élections de mi-mandat n'aient pas lieu ou qu'elles se déroulent de manière plus favorable que ce qui serait normalement le cas. Voilà pour le premier point. L'autre point, c'est que les Américains en ont assez de la guerre. Une autre guerre au Moyen-Orient. Et comme vous le soulignez à juste titre, il n'y a aucune perspective de revivre une guerre de 12 jours en juin, d'accord? Les Iraniens l'ont clairement fait savoir. Alors comment tout cela a-t-il commencé? Je vais aborder la question du point de vue d'un analyste du renseignement, d'accord? J'ai aussi servi 2 ans dans le renseignement militaire. Le renseignement militaire n'est pas un oxymore. Le renseignement militaire fonctionne et il est vraiment précieux, car sans lui, on ne peut pas porter de jugement politique. Mais se fier uniquement au renseignement militaire peut vous induire en erreur en ne donnant pas le poids nécessaire aux considérations politiques. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand je travaillais à la CIA, dans la division d'analyse, d'accord, nous ne renversions pas de gouvernement ni ne torturions qui que ce soit. Rien de tout cela. Nous étions des analystes. Et pendant la majeure partie de ma carrière, je pouvais dire les choses telles qu'elles étaient. J'étais analyste du bloc soviétique, puis chef de la section soviétique, ensuite chef de la section de politique étrangère. Nous pouvions donc dire à nos dirigeants ce que nous pensions. Puis quand Casey et Bobby Gates sont arrivés, nos dirigeants ont dit « Eh bien non, les Russes sont vraiment mauvais ». On ne pouvait pas leur faire confiance, et on n'aurait même pas imaginé pouvoir faire du contrôle des armements avec eux. Eh bien, certains d'entre nous ont réussi à atteindre des personnes comme le secrétaire Shultz et le vice-président George H.W. Bush. Pour faire court, ils ont réussi à convaincre Reagan que nous, la minorité, les dissidents de la CIA, avions raison, qu'il était possible de négocier avec Gorbatchev. En fait, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai appris au vice-président George H.W. Bush à prononcer Gorbatchev. D'accord, peut-être que ça va marcher. Il me dit oui, d'accord, garbage. Tu sais, la Russie, tu as enseigné la Russie. Comment on dit? Alors je lui dis, c'est facile, monsieur le vice-président. Dites garbage. Il dit garbage. Maintenant, dites off. Off. Maintenant, mettez l'accent sur off et dites-les ensemble, Gorbatchev. Vous l'avez, monsieur le vice-président. C'est Gorbatchev. Maintenant, je peux expliquer l'orthographe, la raison pour laquelle le E non accentué devient IEV à la fin. Mais enfin, vous l'avez, n'est-ce pas?
Oui, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, Gorbatchev. C'était le seul à le prononcer correctement. Reagan a essayé, mais il n'arrêtait pas de dire Gorbatchev, Gorbatchev, Gorbatchev. Bref, le vice-président Bush était quelqu'un qu'on pouvait convaincre. Je le connaissais depuis l'époque où il était à la CIA cette année-là, en 1975, d'accord? Je le tenais alors informé sur différentes questions. Ils ont ensuite réussi à influencer Reagan. Et après le discours sur l'Empire du Mal, en moins d'un an, nous avons eu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, bon sang, éliminant toute une catégorie d'armes nucléaires de portée intermédiaire et plus courte. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. Mais ça l'a été. Elles ont été détruites sur place. Et mon ami Scott Ritter a été le premier à se rendre sur le terrain pour le vérifier, dans cet endroit épouvantable appelé Votkinsk dans l'Oural, afin de s'assurer qu'elles étaient bien détruites. Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut les deux. Il faut des gens capables d'avoir une vision plus large. Sur le plan organisationnel, à cette époque, je travaillais au bureau du renseignement courant. C'était essentiellement du renseignement politique. Avions-nous besoin d'apports militaires? Avions-nous besoin d'apports économiques? Bien sûr que oui. C'était un autre bureau, le bureau de la recherche économique et le bureau de la recherche stratégique. Les spécialistes de la recherche stratégique faisaient l'analyse militaire. Les économistes faisaient leur part. Très bien. Alors où tout cela se rejoignait-il? Eh bien, tout cela s'est passé au siège. Le chef du département, le directeur adjoint du renseignement, comme on l'appelait. Il disait « Bon, qu'en pensez-vous? Bon, qu'en pensez-vous ?» Et nous avions toute liberté pour dire ce que nous pensions. Puis il décidait quelle analyse était la plus convaincante. Une fois, les choses se sont déroulées ainsi. Nous avions des preuves que les Chinois, pendant la guerre du Vietnam, empêchaient les armes soviétiques de traverser la Chine pour parvenir au Vietnam et soutenir le mouvement de libération nationale et Ho Chi Minh. Nous avions obtenu ce renseignement par des moyens très techniques, d'accord? Et j'ai dit, mon Dieu, s'il y a bien quelque chose qui montre que les Chinois et les Russes se détestent et ne coopéreront même pas pour soutenir leur partenaire idéologique, c'est bien cela. L'analyste chinois a dit, non, non, cela ne pourrait jamais arriver. Les Chinois ne feraient jamais, au grand jamais, une chose pareille. Eh bien, finalement, nous avons obtenu des informations encore plus concluantes. Les avions n'étaient pas autorisés à décoller de lieux situés juste au-dessus de la Chine et de l'Union soviétique. Il y avait donc cette friction, mais la friction pouvait être résolue au plus haut niveau. Concernant le Vietnam, une chose similaire s'est produite. Mon collègue Sam Adams, au fait, Sam faisait partie du même programme de formation des jeunes officiers que Graham Fuller et moi. C'était un vrai professionnel. Il venait de Harvard, était allé à la faculté de droit de Harvard, n'aimait pas étudier le droit et était venu rejoindre ceux qui faisaient partie de cette nouvelle CIA. Il a alors compté le nombre de communistes vietnamiens sous les armes. Cela n'avait jamais été fait, Woolfo. Nous parlons de 1964, l'année où nous avons chacun reçu nos portefeuilles. Le mien portait sur la Russie et la Chine, la Russie et le reste du mouvement communiste. Le sien, c'était le Vietnam. Compte-les, Sam. Vois combien ils sont. Nous n'avons pas eu d'estimation depuis le départ des Français en 1954. Alors, pour se lancer dans une guerre de ce genre, enfin, pour faire court, ça m'a compté entre 500 000 et 600 000 Vietnamiens sous les armes dans le Sud. D'accord. Eh bien, le général Westmoreland n'autorisait qu'un chiffre de 289 000 à être rapporté. Ça paraît fou, non? Je dis un jour à Sam, « Sam, quand un général est en guerre, n'a-t-il pas plutôt tendance à exagérer le nombre d'ennemis qu'à le minimiser? » Et il m'a répondu, « Eh bien, il faut comprendre. Les journalistes à Saigon, ce ne sont pas les types les plus brillants du monde, mais ils savent faire des additions, d'accord?
but they can do arithmetic, okay? And we've been killing 1,000 VC. Et nous avons tué 1 millier de Viet Cong toutes les 2 semaines ici. Et ils peuvent faire le calcul. Si tout à coup nous disions « Oh non, il y en a 500 ou 600 000 », Westmoreland ne pourrait pas obtenir plus de troupes, d'accord? Et ça a toujours été comme ça, Ray. C'était le 20 août 1967. Il dit « Ray, un message est arrivé du général Abrams, qui était l'adjoint de Westmoreland. Et ce message disait, et je cite, car cela a été révélé depuis. Nous ne pouvons pas révéler les chiffres réels qu'Adams et d'autres ont établis parce que nous avons projeté une image de progrès dans cette guerre. Et il n'y a aucun moyen d'ajouter suffisamment de réserves pour empêcher la presse à Saigon de tirer une conclusion erronée et pessimiste. » Point. Fin de citation. J'ai dit, Sam, as-tu pu mettre ça sur papier? Il a répondu, je l'ai lu ce matin. Il faut que tu montes au bureau du directeur. Ce n'est pas pour diffusion, mais oui. D'accord. Voilà où on en était. Pour faire court, Sam a fait une estimation. Il a convaincu toutes les agences de renseignement à Washington qu'il avait raison. Sauf l'armée, bien sûr, à cause de Westmoreland. Nous avons fait l'estimation. Le United States Intelligence Board s'est réuni, 14 ou 15 agences à l'époque, sous la présidence du directeur Helms. Et à la fin, il a dit, on va remettre ça à plus tard. Nous n'allons pas adopter cette estimation. Il nous a convoqués et a dit à Sam, Sam, bon travail, mais tu ne comprends pas. Ma mission principale est de protéger la Central Intelligence Agency. Et il n'y a aucun moyen que je puisse protéger la CIA si je me retrouve mêlé à une querelle avec l'armée américaine en temps de guerre. Alors oublie ça. Nous n'allons pas produire les bons chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé 3 mois plus tard? L'offensive du T à l'échelle nationale, avec, devine combien de troupes Viet Cong? Oh, entre 500 000 et 600 000 personnes. Johnson a décidé de ne pas se représenter. Ce que je veux dire ici, c'est que si tu as un analyste honnête, tu peux présenter toutes sortes d'éléments avec des apports économiques et stratégiques. Et c'est ce que nous avons fait en préparant les négociations initiales du SALT en 1972, qui ont abouti au traité sur les missiles antibalistiques. Donc, cela peut fonctionner, mais cela peut aussi être détourné par des personnes sans scrupules qui pensent que leur travail consiste à protéger l'agence. L'agence comptait probablement 1 millier d'agents, 1 millier d'officiers de cas au Vietnam, tous disant à Westmoreland, « Oui, tout va bien, tout va bien. » En d'autres termes, l'honnêteté devrait prévaloir. Et pas seulement l'honnêteté, mais aussi la capacité de rassembler, au niveau approprié, les aspects économiques, stratégiques et politiques en jeu. Maintenant, si je passe tout cela en revue, c'est parce que nous avons d'incroyables analystes militaires. Et tu as parlé à 2 d'entre eux hier. Larry, d'accord? Larry Wilkerson et Larry Johnson. La richesse des détails qu'ils ont fournis sur l'équilibre des forces à l'extérieur et à l'intérieur de l'Iran est incroyable, d'accord? Et le renseignement militaire est une condition sine qua non pour porter de bons jugements. Mais il faut se pencher sur le passé, enfin, un passé pas si lointain dans ce cas. Que s'est-il passé en juin? En juin, les Iraniens ont été trompés. Ils pensaient que les États-Unis allaient leur parler. Au lieu de cela, Netanyahou, puis plus tard les États-Unis, ont tenté d'anéantir leur site nucléaire, n'est-ce pas? C'était en juin, il y a à peine 6 mois. Et comment cela s'est-il terminé? Eh bien, dès que les Iraniens se sont relevés, ils ont commencé à tirer des missiles sur Israël. Des missiles que le dôme de fer, ou le dôme d'or, ou le dôme de platine, je ne sais plus quel dôme nous avons maintenant, n'a pas pu arrêter. Les missiles Patriot, ces missiles ont atteint des cibles très sensibles. Ces engins volent à 10 ou 12 fois la vitesse du son. Il n'existe aucune défense contre eux. Tout le monde le reconnaît.
Alors qu'a fait Netanyahou? Il a appelé Trump et lui a dit « Fais une pause. Pause. Il faut une pause. » Et Trump a répondu « D'accord, faisons une pause. » Et la pause a eu lieu. Maintenant, Larry Johnson a dit hier qu'il n'aurait pas dû y avoir de pause, que Trump aurait dû laisser Israël être anéanti par tous ces missiles que l'Iran possédait encore et n'avait pas utilisés. Voilà pour le passé récent. En regardant tout cela, je me dis, attendez une seconde. Est-ce qu'Israël veut être anéanti? Anéanti, pour reprendre les termes de Trump. Existe-t-il aujourd'hui une défense qui empêcherait Israël d'être anéanti? Oh, est-ce que les bases américaines dans la région veulent être anéanties? Que disent les États du Golfe? Oh, ils ne veulent pas que le président fasse ça. Donc j'ai toujours été un peu à part ici, comme un sur 10, d'après ce que je peux voir, en disant, écoutez, il y a des raisons pour lesquelles ce serait vraiment stupide. Et même Netanyahou pourrait s'en rendre compte. Cela est entré en jeu il y a environ 3 semaines, lorsque Netanyahou, entre autres, a dit « Oh, nous ne sommes pas encore prêts. Ne le faisons pas tout de suite, vous savez. » Et maintenant, que se passe-t-il? Trump commence à négocier avec l'Iran à Oman. Oh mon Dieu. Non seulement ça, mais on a demandé à Trump de commenter. Il a dit « Oh, ce furent de très bonnes discussions que nous avons eues à Oman avec les Iraniens. » C'était il y a environ 10 jours, d'accord? Netanyahou appelle la Maison-Blanche et dit « Je dois venir maintenant. Je ne peux pas attendre une semaine de plus. Je dois venir maintenant. » Donc, mardi, je crois que c'était mardi, peut-être lundi, il y a environ 4 jours, il rencontre Trump à la Maison-Blanche. Maintenant, tout le monde sait, parce que Netanyahou l'a clairement dit, qu'il veut 3 choses, d'accord? Pas d'armes nucléaires, 0 enrichissement d'uranium, et cesser de soutenir les mouvements de libération ou les terroristes dans la région. Voilà les conditions. Si elles ne sont pas remplies, boum, nous allons anéantir l'Iran cette fois, d'accord? Sans subir de représailles? Ouah. Alors, que se passe-t-il? Il vient à la Maison-Blanche, et quel est le résultat? Le résultat n'est énoncé que par Trump. Et ce qu'il dit, les mots de Trump, nous insistons pour que les négociations se poursuivent à Oman avec les Iraniens. Nous n'avons pris aucun autre engagement envers les Israéliens. Point final. Fin de citation. Que dit le communiqué final? Oh, il n'y en a pas eu. Et la conférence de presse traditionnelle avec Netanyahou? Oh, il n'y en a pas eu non plus. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'être un analyste hors pair pour comprendre que cela ne s'est pas bien passé, que cela n'a pas été bien reçu pour Netanyahou. Maintenant, Larry Wilkerson, pour qui j'ai une grande admiration, dit que la dernière fois, les Israéliens ont menacé d'utiliser une arme nucléaire. Je considère cela comme un fait, si Larry le sait et le croit. Ce n'est pas ce que quiconque souhaite, surtout pas Trump à l'approche des élections de mi-mandat. Alors, que va faire Trump? Eh bien, il fera ce qu'il fait toujours. Il va créer une situation où il pourra parler aux Iraniens et dire « Très bien, je n'en ai pas envoyé un, j'en ai envoyé 2 porte-avions. » Et les Iraniens ont enfin accepté de ne pas développer d'armes nucléaires. L'enrichissement, eh bien, ils ont dit qu'ils étaient prêts à placer une partie de l'uranium enrichi ailleurs, comme en Russie ou en Turquie, ou quelque chose de ce genre. Donc, nous avons un accord ici, et c'est grâce à mes menaces. C'était une armada. Une armada, pas comme l'armada espagnole, attention. C'était une armada américaine. Et c'est ça qui a tout changé. C'est tout à fait possible. Je parierais que c'est ainsi que cela va se terminer. Pourquoi? Parce que les Iraniens ont été très clairs, comme tu le sais bien, toi qui reviens de Téhéran, qu'ils n'allaient pas faire ce tour de passe-passe du genre « Oh, on demande un temps mort au lieu d'anéantir Israël ». Et les États-Unis pourraient penser qu'ils pourraient mener une frappe éclair, entrer et sortir, comme Trump aime le faire.
Mais cela ne sera pas possible. Je prends Nima Al-Khorshid et tous les autres militaires au mot lorsqu'ils disent « Écoutez, cette fois, ça n'arrivera pas. Si vous nous attaquez, peu importe la précision de vos frappes, oubliez vos bases militaires dans la région et oubliez Israël, car nous avons démontré notre capacité à envoyer des missiles qui ne s'arrêteront pas et ne pourront pas être interceptés vers Israël. Et c'est exactement ce que nous ferons. » Alors, que va faire Trump? Je pense qu'il va aller à Oman, essayer de parler aux Iraniens. Et Al-Khorshid, c'est bien le ministre des Affaires étrangères, non? En Iran? Oui. Il était à l'antenne, je crois que vous avez passé un extrait hier. Il va partir. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il se rendait à Genève. Le prochain cycle de discussion aura lieu mardi à Genève. Mais encore une fois, les représentants d'Oman seront les médiateurs entre les deux parties. Les Omanais s'y rendront et coordonneront les négociations à Genève. C'est une bonne nouvelle, Nima. J'espère que tu es d'accord. Al-Khorshid n'est pas un amateur. Je veux dire, les ministres iraniens des Affaires étrangères ont été solides et ont été témoins du JCPOA, l'accord commun pour la limitation du potentiel nucléaire iranien. Donc, il me semble que Trump va jouer cette carte malgré les flatteries de Netanyahou. Je pense que Netanyahou est dans... Je ne sais pas. Certains disent qu'il est dans une situation intérieure délicate. Je ne peux pas vraiment l'évaluer, car d'autres sondages montrent que les Israéliens ne le soutiennent pas à 100%, mais à environ 70%. Donc je pense qu'on ne peut pas faire confiance à Netanyahou. Mais si Netanyahou menace à nouveau, comme Larry Wilkerson l'a mentionné hier, menace d'utiliser une arme nucléaire en dernier recours, eh bien, je pense que les États-Unis prendront cela comme il se doit, à savoir, ne les mettons pas dans une situation de dernier recours. Et vous les mettez dans une situation d'extrême urgence en attaquant l'Iran. Ainsi, Al-Khorshid a été éloquent en disant « Écoutez, j'ai combattu pendant la guerre, je suis un vétéran. Je crois avoir été blessé plusieurs fois. Maintenant, je suis diplomate. Je privilégie l'approche diplomatique. Et nous allons maintenant à Genève. C'est une excellente nouvelle à mon avis. Et ici encore, je voudrais simplement déduire la différence entre le renseignement militaire et le renseignement politico-économique global. D'accord. Économique. Si les Iraniens fermaient le détroit d'Ormuz, on parlerait d'une catastrophe économique mondiale. C'est ce qui se produirait. Ont-ils menacé de le faire? Oui, ils l'ont fait. Est-ce une menace crédible? Un jeu d'enfant, ils peuvent le faire facilement. D'accord. Donc c'est un aspect de la question. Ensuite vient la dimension politique. Trump veut-il s'impliquer dans une guerre? Ce ne sera pas une guerre de courte durée avec l'Iran, surtout avec les élections de mi-mandat qui approchent. Et enfin, mais non des moindres, les dossiers Epstein. Maintenant, Trump est dans ce qu'on appelait autrefois, eh bien, il est dans de beaux draps, si l'on peut dire. Pourquoi? Hier encore, une avocate très courageuse, membre du comité judiciaire de la Chambre, une députée de Seattle, a lu à voix haute les 47 noms que le directeur du FBI avait supprimés. Et le 47e était Donald J. Trump, qui aurait effectué plus de visites sur l'île d'Epstein que quiconque, à l'exception d'Epstein lui-même. Et toutes ces personnes, les accusateurs, combien de témoins y avait-il contre lui? Il y en avait 37. Ce que Patel devait comprendre, c'est que des gens travaillant au FBI et au département de la justice ont encore une conscience et qu'ils le surveillent. Assez d'entre eux pour les remettre, et c'est parfaitement légal selon la loi, aux commissions de surveillance de la Chambre et du Sénat. Donc Trump est sous une grande pression avec cette affaire Epstein. Et si, comme je le pensais il y a 3 mois, le potentiel de chantage d'Epstein que les Israéliens détiennent explique l'incapacité de Trump à arrêter le génocide et la famine forcée, eh bien, en ce moment, les Israéliens ont probablement encore plus de choses sur Trump.
Mais je ne sais pas si leur levier est aussi puissant qu'avant, car nous avons tous plus d'informations sur Trump, et elles se trouvent dans des documents qui montrent des choses terribles à son sujet. De jeunes filles, d'accord? Nous avons 3 filles. Nous avons 6 petites filles. Young girls, okay? We have 3 daughters. We have 6 granddaughters. The thought of any of these people being subjected to that kind of thing is L'idée so que l'un de ces gens horrendous. puisse être soumis à ce genre de choses Because est that's tout the simplement last thing horrible. any D'accord? sensible person Donc Trump doit gérer ça. in Très bien. Washington would want. La dernière chose que voudrait toute personne censée à Washington, c'est une autre guerre, où les gens pourraient commencer à penser que l'Iran n'était en réalité pas une menace pour les États-Unis, que l'Iran n'est qu'une menace perçue pour Israël. Et donc, nous nous retrouvons impliqués dans une autre guerre au nom d'Israël, comme en Irak, comme dans d'autres guerres. Eh bien, ce n'est pas une bonne image non plus quand on y réfléchit, surtout avant les élections de mi-mandat. Donc je suis plutôt optimiste maintenant, peut-être même à 3/4 plein, avec ces négociations à Genève. Oui, elles sont médiatisées par les Omanais, je suppose, hein? They're mediated by the Omanis, I guess, huh? Okay. But that's okay. At least they're talking, all right? D'accord. Mais c'est pas grave. Au moins, ils discutent, non? Y a-t-il une possibilité que les États-Unis refassent le même genre de coup qu'ils ont fait la dernière fois? Oui, il y en a une. Y a-t-il des gens dans notre armée qui aimeraient faire ce genre de choses? Ou les néoconservateurs? Oui, il y en a. Trump est-il complètement aux commandes? Non, il ne l'est pas. Donc c'est une poudrière. Mais j'ai toujours été plutôt optimiste, pensant que le bon sens et l'expérience de juin pendant la guerre de 12 jours finiraient par s'imposer. Et enfin, la façon dont je vois les choses, c'est qu'après la guerre de juin, Trump dit à la CIA, « Pouvez-vous organiser une insurrection, renverser le gouvernement à Téhéran ?» Et la CIA répond, comme d'habitude. And the CIA says, as tradition, yes, sir, of course we can. We did that in 1953. Oui, monsieur, bien sûr que nous le pouvons. Nous l'avons fait en 1953. Les Britanniques nous ont aidés. Il suffit de dépoussiérer les dossiers et de voir comment s'y prendre. Aucun problème. Alors, ils essaient. Et que se passe-t-il? Tout à coup, ils ne peuvent plus communiquer avec leurs agents. Tout à coup, Starlink est hors service, probablement avec l'aide des Russes. Tout à coup, la soi-disant insurrection s'essouffle. Et même Netanyahou dit « Eh bien, ne le faisons pas maintenant. Attendons. » Bon, alors voilà Trump. Il va voir l'armée et dit « Vous étiez aussi tiède à ce sujet. Qu'en pensez-vous » Et l'armée dit à Trump « Alors, la CIA t'a dit quoi ?» So the CIA told you what? Oh, the CIA told me we could do this real quick. Oh, la CIA m'a dit qu'on pouvait faire cette attaque rapide et qu'il y aurait une insurrection. Hein? La CIA t'a dit ça? Oublie ça. Ce n'est pas ce qui va se passer. Et comme Larry Johnson et Larry Wilkerson l'ont souligné hier, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les faits militaires sur le terrain et les portées ne tiennent tout simplement pas la route. Je veux dire, l'armée de l'air ne sait plus faire une addition ou une soustraction. Ils connaissent la portée d'un F-35. Ils savent que ce n'est pas possible. Ça me rappelle l'Irak, le même genre de folie. Nous allons trouver des armes de destruction massive. Secrétaire Rumsfeld, quand allez-vous faire ça? Eh bien, laissez-nous tranquilles. L'Irak a la taille du Texas. Iraq is the size of Texas, so it's going to take a while, right? Ça va prendre du temps, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi, les amis? L'Iran a la taille de l'Europe. D'accord. Tout cela est très dispersé. L'Iran dispose d'un moyen de dissuasion. D'accord? C'est peut-être ce que j'essaye vraiment de dire. Il a un moyen de dissuasion et il n'y a rien que notre armée puisse faire sans subir de terribles pertes, en s'infligeant à elle-même de terribles pertes et sans l'emporter contre l'Iran. Et comme effet secondaire, elle subirait la destruction d'Israël, sinon totale, du moins majeure. Et donc, ironiquement, et peut-être que quelqu'un l'a dit à Trump, on dirait que la Palestine va avoir son état du fleuve à la mer, parce qu'Israël sera anéanti, pour reprendre ce terme. Obliterated, to use that term again.